Très bien. Oui, je me suis rendu compte, je me suis arrêté en plein milieu d'une phrase où j'expliquais comment on pouvait vivre avec 70 euros par mois en URSS. Bon, alors il faut aussi tenir compte d'autres choses, les primes, les heures supplémentaires, les aides de l'État, bien sûr, et puis pour expliquer la différence entre la consommation et le salaire strict, des choses comme pour cet agent d'entretien, peut-être travailler chez le voisin. Alors des fois, c'était pas rémunéré, c'était un échange de bons procédés. Des fois, c'était rémunéré. Tout cela explique pourquoi la consommation serait supérieure au salaire stricto sensu. Alors, pour rendre justice à Keenan et Kerry, ils disent pas que c'est la corruption elle-même qui aurait entraîné la chute du système, mais ils parlent de la naissance d'un complot bureaucratique, c'est-à-dire la naissance d'une strate qui aurait fait tomber le système. Il parle de la naissance d'une petite bourgeoisie constituée de la mafia et des intellectuels dissidents. Alors, personnellement, euh, je n'ai rien observé de tel à Alma-Ata. Euh, c'est vrai qu'il y avait certains trafiquants qui gravitaient autour des étrangers, c'est tout ce que je peux dire. Alors, il est vrai également, comme dit Zinoviev, que le système soviétique était potentiellement créateur d'opposants. C'est-à-dire que, étant donné, euh, si vous voulez, l'éducation, l'enseignement était un des points forts du système, l'URSS surproduisait, si on peut dire, les intellectuels. Les professions intellectuelles étaient les plus mal rémunérées, ce qui potentiellement aurait pu créer des opposants. Mais personnellement, je ne peux pas dire que j'aurais témoigné de cette trace et qu'il y aurait eu des opposants à Alma-Ata. Peut-être à Moscou, peut-être dans les pays de l'Est, on va en reparler tout à l'heure. Mais enfin, si vous voulez, cette petite bourgeoisie est tellement petite que moi j'ai jamais constaté, et tout au plus, ça aurait été un terreau favorable à une contre-révolution. Enfin, on voit pas comment à eux seuls ils auraient pu faire bouger les choses. Une théorie américaine qui est très à la mode, c'est Cox et Ware. Ils disent que dans ces théories du complot bureaucratique, ils disent que c'est le Parti communiste lui-même qui aurait voulu rétablir le capitalisme. Alors là, moi qui connaissais beaucoup de communistes à Alma-Ata, je n'ai jamais remarqué dans leur discours quoi que ce soit qui irait dans ce sens. Il faut dire que Coates et Ware, leur étude repose sur des données qui sont un peu fallacieuses parce que la moitié des personnes qu'ils ont interrogées n'étaient pas membres du Parti communiste, mais c'était plutôt des dirigeants, des cadres supérieurs, si vous voulez, ce qu'ils admettent. Bon. Et en plus, leur étude a été menée seulement à Moscou et dans les environs. Alors, d'autres modifient légèrement cette théorie en disant que les strates supérieures, justement, voulaient le capitalisme. Alors, il est vrai qu'il y en avait qui lorgnaient vers l'Occident, surtout certains, bon, qui peut-être avaient déjà goûté à l'Occident, hein, bon, et à certains privilèges en Occident, mais ils s'en sortaient très bien, si vous voulez. Donc, on voit pas tellement pourquoi ils auraient mitraillé un système pourquoi ils auraient mitraillé le Parlement alors que le système leur convenait assez bien. Keenan et Kay disent que peut-être ces classes, qu'on va appeler pour le moment favorisées, elles avaient un problème, c'est qu'elles ne pouvaient pas transmettre à leurs enfants leur richesse. Bon, c'était quelque chose qui était évidemment impossible en URSS. Euh, et donc c'est pour ça qu'ils auraient changé le système. Personnellement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. D'autant plus que un problème dont je conviens en Union soviétique, c'est que la mobilité sociale, il y avait mobilité sociale. Hein. C'est pour ça qu'on dit que l'Union soviétique n'était pas une société d'ordre. Une société d'ordre, c'est quand les choses sont très figées. En Union soviétique, il y avait mobilité sociale du bas vers le haut, puisque on faisait tout pour la promotion des ouvriers et des paysans.
Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un problème de mobilité sociale vers le bas, étant donné que on ne savait pas trop quoi faire, si vous voulez, des enfants des cadres supérieurs qui n'auraient pas forcément été au niveau. Alors, qu'est-ce qu'on en faisait? C'est très intéressant. Ça, c'est vrai que c'est Coates et Ware qui le disent. On constate que les enfants des dirigeants, on les retrouvait dans 4 domaines. La diplomatie, le commerce extérieur. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent, c'était des gens qui avaient travaillé à l'étranger, donc ils possédaient les langues. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient dans ces deux secteurs, diplomatie et commerce extérieur, et aussi dans le journalisme et l'université. Hein, pourquoi? Bah parce que, comme on le sait, journalisme et université, c'est là qu'il y a le plus de copinage. Donc, c'est vrai que c'était plus facile de les intégrer. Mais enfin, comme on s'en rend compte, et à mon avis, c'était peut-être un problème, ils étaient très bien lotis dans ces 4 secteurs. Donc, encore une fois, il n'y avait pas de quoi se plaindre. Alors, tout au plus, c'était peut-être un terreau favorable à Gorbatchev par la suite, mais c'était pas suffisant pour faire tomber le système. La réaction, donc, n'aurait pas pu gagner sans un ennemi de l'intérieur, donc du parti. J'en arrive maintenant à la crise de légitimité. La crise de légitimité du système euh, dans l'URSS, en URSS et dans les pays de l'Est. Alors, certains auteurs parlent d'une crise de légitimité du parti en Pologne. Par exemple, Bruno Derwowski. Et ils disent que les mêmes choses se seraient passées en URSS. Eh ben, là aussi, je dois m'inscrire en faux contre cette théorie parce que finalement, l'accession au pouvoir du Parti communiste avait été complètement différente dans ces deux pays. D'abord, on voit ça au résultat. Si on compare les taux de popularité du Parti communiste, euh, alors c'est difficile évidemment d'avoir des statistiques à ce sujet, mais on peut se baser sur plusieurs éléments. En RDA, par exemple, aux premières élections multiparties, après la chute de la RDA, on remarque que seulement 16,4% des gens ont voté pour le PDS. Évidemment, bon, cette élection valait ce qu'elle valait, dans une période très troublée. 16,4%, ça fait pas grand-chose. En Bulgarie, je dirais que, bon, moi j'étais à Sofia, la capitale, que c'était moitié-moitié. Dans les milieux intellectuels où j'évoluais, à l'université, c'était moitié-moitié. Les 50% de personnes qui étaient favorables au Parti communiste et 50% contre. À la campagne, bon, c'était beaucoup plus, enfin, en province, pardon, c'était beaucoup plus pro-communiste. En URSS, à Almaty, là, je pourrais dire que environ, pratiquement tout le monde, 99%, était favorable au régime. Donc, il y a des grandes, une différence, on pourrait dire, de qualité du socialisme, j'utilise des grands mots, entre le système soviétique et les pays de l'Est. Pourquoi les pays socialistes d'Europe de l'Est? Eh bien, je pense que cela est dû en grande partie à l'accession au pouvoir par une révolution du Parti communiste, du Parti bolchevique, en URSS, alors que dans les pays de l'Est, comme on sait, évidemment, il y a eu, dans le meilleur des cas, bon, une résistance, évidemment, contre les pouvoirs en place, souvent collaborateurs, et ou des révolutions nationales, bon, comme en Yougoslavie et en Albanie, mais si vous voulez, il ne s'agissait pas d'une révolution sociale. Euh, alors, par exemple, Bruno Kowalewski, il considère que le Parti communiste polonais était une association d'opportunistes arrivistes dont le Parti communiste assurait l'ascension sociale. Oui, en URSS, on peut pas dire que c'était le cas. C'est parce que on sortait d'une révolution, on a quand même vu les révolutionnaires à l'œuvre. Donc les personnes, même en RDA, bon, qui ont été propulsées au niveau supérieur de l'État, c'était quand même des personnes qui avaient fait leurs preuves.
en RDA dans la lutte contre le fascisme, le nazisme, et en URSS dans la révolution. Euh, alors, là, il y a plusieurs théories. Justement, une question qu'on peut se poser, c'est si les pays de l'Est étaient en avance ou en retard sur l'URSS. Bon, je pense que c'est assez évident d'après ce que j'ai dit, mon point de vue sur la question, à savoir, est-ce que la chute était annoncée plus tôt dans les pays de l'Est qu'en URSS? Eh ben non, moi je crois pas. Alors vous avez deux écoles. On est d'accord que l'Est a toujours été le maillon faible, étant donné sa position géographique, étant donné le fait que le socialisme était moins ancré, puisqu'il datait de l'après-guerre, ouais, pas de l'après-deuxième guerre, pas l'après-première guerre. Bon, et c'est vrai que c'est dans les pays de l'Est que le socialisme s'est écroulé en premier. Mais à mon avis, c'est toujours à cause de l'ennemi de l'intérieur et de la main de Moscou. On expliquera tout à l'heure. Vous avez deux écoles. Une école qui dirait que l'URSS était mieux, le socialisme était mieux ancré en URSS parce que donc le socialisme datait depuis 1917, alors que les pays d'Europe de l'Est n'ont jamais pu vraiment s'adapter au socialisme. Vous avez une autre école, c'est les trotskistes, qui disent exactement le contraire, à savoir que, c'est pas exactement le contraire, mais en ce qui concerne l'Union soviétique, tout était très bien à la Révolution et après, on est tombé dans les déformations bureaucratiques. Alors personnellement, moi je m'inscris en faux contre ces deux théories et je considère que, au contraire, dans les pays de l'Est, l'acquisition au socialisme s'est faite de plus en plus forte après la Deuxième Guerre mondiale et, comme j'ai dit, en Bulgarie, la grande majorité des gens, quoi qu'ils disent aujourd'hui, étaient tout à fait favorables au système. D'accord que l'Est, pour toutes ces raisons géographiques historiques, était le maillon faible, mais il devenait de plus en plus fort. En URSS, peut-être qu'il y a eu un léger effritement, bon, à partir de Khrouchtchev, étant donné le discours de Khrouchtchev et de Gorbatchev eux-mêmes, qui, comme j'expliquerai plus loin, faisaient souvent du travail de ça. Bon, donc pas de crise de la légitimité. La crise du système politique. Là, les choses peut-être sont un peu plus disputées, mais enfin, même s'il y a des problèmes au système politique sur lesquels on va revenir tout à l'heure, on peut dire qu'il y avait deux crises. Sur le papier, le système politique était un modèle. Comme on sait, il y avait à la fois au niveau, par exemple, de l'entreprise, le syndicat, le parti et le directeur. C'est-à-dire que si on n'était pas content d'un des trois, on allait voir un autre. Donc, le syndicat, le parti, le directeur. Euh, les gens, en général, étaient contents de leurs dirigeants dans ces trois secteurs, à la fois du dirigeant, des directeurs d'entreprise, des dirigeants des syndicaux et des dirigeants politiques. Récemment, Guillaume Roubaud-Kouachi du Parti communiste a fait sortir un livre par ailleurs intéressant sur Lénine, où il fait allusion au vieillard ventripotent qui dirigeait l'Union soviétique. Eh ben, finalement, les gens étaient assez contents des vieillards ventripotents. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui étaient un peu comme elles, bon, dans certains cas, et des personnes tout à fait ordinaires, et c'est quelque chose que les gens admiraient chez leurs dirigeants. Alors, si on parle pour revenir à cette troïka, des syndicats, du pouvoir politique et de l'administration. Certaines personnes, comme le secrétaire général du Parti communiste de Grande-Bretagne, disent que le maillon faible, c'était les syndicats, et que les syndicats ne jouaient pas leur rôle. Là aussi, pour l'Union soviétique, je suis pas d'accord, parce qu'en Union soviétique, on n'a jamais vu, ni avant, ni après, de syndicats dissidents. C'est vrai qu'il y en a eu en Bulgarie, il y en a eu en Pologne, surtout, évidemment. Mais en Union soviétique, non, c'était pas une demande. Là, je vois pas le problème.
Euh, le parti et l'administration, on va revenir là-dessus tout à l'heure, il n'y avait pas de critique ni du parti ni de l'administration, mais on va en reparler. Peut-être que le problème, c'est que il y avait un mélange des genres entre l'administration et le parti. Alors, j'ai dit que ce système était parfait à condition que chacun reste dans son rôle. On reviendra dessus tout à l'heure. Sinon, à la base, l'Union soviétique, c'était un peu le pays de la réunionnite. C'est vrai qu'il y avait toujours des réunions. À ces réunions, tout le monde avait droit à la parole. Les gens n'avaient pas peur de parler. Euh, donc, de ce point de vue-là, les choses marchaient assez bien. Alors, même s'il y avait des problèmes dans le système politique sur lesquels nous allons revenir, il n'y avait pas de crise parce que ces problèmes avaient existé depuis Staline de toute façon. Hein. Donc, c'était ni mieux ni pire qu'avant. Il y avait une grande stabilité dans le temps. Donc, encore une fois, c'est une conséquence d'autres problèmes et pas la cause. Voilà, donc maintenant que j'ai tenté d'écarter ces explications de la chute de l'Union soviétique, il faudrait donc expliquer comment ces choses sont arrivées. Donc d'après 60% des ex-soviétiques d'aujourd'hui, il s'agirait d'un accident dans le système. Euh, 60% des personnes interrogées estiment que l'effondrement aurait pu être évité. Donc, pour en savoir plus sur les causes, nous allons commencer par voir comment les choses se sont exactement passées sous la perestroïka. Alors, la perestroïka, d'abord commençait à faire chuter l'économie. Les choses ont commencé en 1987 avec la loi sur les coopératives qui faisait que ces coopératives, qui en fait étaient des entreprises privées, qu'on appelait coopératives pour faire passer la pilule, pouvaient acheter aux entreprises d'État et revendre ensuite à qui elles voulaient. Il est vrai que bon, les prix étaient encore fixés, mais ces coopératives pouvaient vendre, par exemple, à l'étranger, à des tarifs bien plus avantageux, ce qui fait que, à partir de 1988, on ne trouvait plus rien dans les magasins d'État. Puisque dans les magasins, enfin, dans les coopératives, si vous voulez, les vendeurs attendaient la libéralisation des prix qui eut lieu graduellement et finalement de façon absolue en 1992 pour proposer les produits sur le marché. Ce qui fait qu'il y avait plus rien dans les magasins à partir de 1988. Euh, En même temps que cette loi sur les coopératives, il y a eu donc la fin des commandes d'État. Donc, si l'État ne pouvait plus proposer des denrées, des produits dans ces magasins, il n'y avait personne d'autre pour le faire, et la fin du monopole du commerce extérieur, ce qui faisait que ces entreprises pouvaient vendre au plus offrant à l'étranger. Ensuite est venu se calquer sur ça l'autonomie des entreprises, ce qui faisait que les entreprises pouvaient prendre un certain nombre de décisions, comme produire les articles qui revenaient le plus cher, dont ce qui explique la pénurie. Ils ont simplement arrêté de produire certains produits qui avant étaient fortement subventionnés. C'était plus intéressant pour les entreprises. Ensuite, évidemment, quand il y a eu la libéralisation des prix, cela a entraîné une explosion de tous les prix. C'était quelque chose qui était très agréable à l'Union soviétique avant, c'était que les prix indiquaient la valeur d'une denrée. Et oui, puisque les prix, bon, évidemment, le gouvernement, l'État, pour certains articles de luxe, l'État rajoutait au prix, par exemple pour les voitures. Mais sinon, pour des produits de la vie ordinaire, le produit correspondait bon, exactement au coût de production. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on trouve en Occident, quand on faisait des courses, on achetait le produit le plus cher. Pourquoi? D'abord parce qu'il fallait dépenser son argent sur quelque chose, et deuxièmement parce que le prix était un indicateur, ce qui n'est pas le cas évidemment dans les économies qui sont basées sur le profit, de la qualité d'un produit.
Donc, comme on voit, quelques décisions économiques ont rapidement infléchi le cours des choses et mené à la crise économique. Politiquement, euh, politiquement, donc, on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient conserver tous leurs avantages, en particulier leurs avantages dans le monde du travail, mais aussi dans la vie de tous les jours, et avoir accès aux produits de consommation occidentaux. On a commencé à l'entrevoir sous Khrouchtchev, et ensuite c'était l'apothéose sous Gorbatchev. Ensuite, une autre raison du changement des choses, enfin une autre caractéristique de la perestroïka, c'était la stratégie du choc. Là, il y a eu une volonté claire venue d'en haut d'accélérer les choses en utilisant la stratégie du chaos de Naomi Klein. Par exemple, comme on a vu, on a encouragé, semble-t-il, le délabrement de l'économie pour forcer les changements, puisque il n'y avait plus rien dans les magasins, donc on a fait valoir qu'il fallait changer de système du jour au lendemain. Le niveau de vie était en baisse pendant la perestroïka. Euh, on a parlé du travail de sape à l'étranger. Comme on sait, tous les changements dans les pays socialistes d'Europe de l'Est ont été encouragés, enfin plus qu'encouragés, mis en place par Moscou, ce qui a fait que ensuite l'Union soviétique s'est retrouvée seule. C'était sûr que l'Union soviétique n'allait pas continuer très longtemps toute seule une fois que les régimes avaient changé en Europe de l'Est. Le départ précipité d'Afghanistan aussi a été quelque chose de particulièrement choquant puisque les militaires qui sont revenus d'Afghanistan n'ont même pas été remerciés au niveau officiel. Et même le fameux coup d'État de 1991. Même ce coup d'État, si vous voulez, me semble un peu fumeux. Euh, il me semble très bizarre que les personnes qui seraient allées voir, les personnes en cause seraient allées voir Gorbatchev dans sa villa au bord de la mer Noire à Sochi. Alors qu'au même moment, Yeltsin, si vous voulez, se mettait dans la poche les chefs de la police et de l'armée à Moscou. Alors le résultat, c'est que au lendemain de ce qu'on a appelé le coup d'État, le Parti communiste a été interdit. Donc, si vous voulez, au mieux, il s'agit d'un certain nombre de vieillards, donc du Parti communiste, qui auraient été manipulés pour accélérer le changement de régime. Alors, quelles ont été les conséquences de tout cela, étant donné l'état d'incurie du pays et la crise économique? Gorbatchev a annoncé du jour au lendemain que le marxisme-léninisme était à mettre au placard et qu'il fallait passer à l'économie de marché. Alors que, en fait, d'après les sondages, seulement 3% des gens étaient favorables, encore des sondages à Moscou, à un changement de régime économique. À partir du moment où Gorbatchev a annoncé que le marxisme-léninisme devait être abandonné, tout est tombé comme un château de cartes, étant donné que c'était le marxisme-léninisme qui cimentait la nation. Étant donné que tout le monde était partie prenante dans un projet, c'en était fini de l'Union soviétique. C'était un contrat social. Donc, il semble en effet qu'il s'agit il s'agissait d'un projet délibéré, donc, de Gorbatchev et de sa clique de changer de système. Il s'agit maintenant d'expliquer comment cet accident a eu lieu, à savoir l'élection au sommet du Parti communiste de l'Union soviétique de Mikhail Sergeyevich Gorbatchev. Alors, pour moi et pour la plupart des auteurs, il y avait donc dans le Parti communiste 3 erreurs systémiques qui étaient petites historiquement, mais qui additionnées ont pris une ampleur extraordinaire. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure du mélange des genres. Il y avait un problème administratif.
un mélange des genres entre l'administration et le parti. Ceci remontait à Staline. Alors, Staline, on sait bien que il a toujours dirigé dans des périodes de crise. Hein. Au début, c'était l'établissement du régime. Ensuite, ça a été donc la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme, et ensuite la guerre froide. Donc les années de Staline ont toujours correspondu à des années de crise. Dans ces années de crise, le Parti communiste a vu son rôle reculer, son rôle politique et idéologique, au profit de son rôle administratif, qui était dû à toutes les contraintes qui pesaient sur le régime, l'ennemi intérieur au début, la guerre civile, ensuite la guerre mondiale, l'encerclement capitaliste et l'arriération de l'économie. Le parti a eu trop tendance à devenir un rouage de l'administration et un organe administratif. Je cite des exemples à mon époque, comme quoi le comité local du parti venait me voir pour, par exemple, me reprocher de déverser mes feuilles de thé dans les cabinets. Vous voyez, est-ce que c'était vraiment là une tâche du Parti communiste? Ou une autre fois, j'avais un animal familier, le descendant direct du dinosaure, un varan, bon, qui sortait la nuit, et le Parti communiste m'a demandé, si vous voulez, de l'enfermer dans une boîte. Est-ce que c'était vraiment des tâches qui relevaient d'un parti politique? Il aurait suffi que le directeur du foyer où j'habitais me fasse signe. Alors, on a parlé de Khrouchtchev, de Staline. Ces choses auraient dû s'améliorer normalement sous Khrouchtchev. Mais Khrouchtchev, curieusement, a redonné ses lettres de noblesse au Parti communiste, mais sans changer ses tâches administratives. C'est-à-dire que le Parti communiste contrôlait l'administration, mais doublait l'administration. Donc a conservé, si vous voulez, ses rôles dans tous les ministères. Donc il y avait toujours ce doublon parti-administration. Alors que c'est à cette période-là, qui était quand même plus apaisée, que les choses auraient pu changer. Et c'est, si vous voulez, cette confusion entre parti et administration qui a sans doute mené à ce qu'on a pu appeler des cas de corruption, par exemple, sous Brejnev. Bon, ça, c'est bien possible. Staline lui-même disait que c'était une erreur d'identifier l'État et le parti et qu'il aurait fallu promouvoir les sans-partis à des postes importants. D'autres exemples, si vous voulez. Alors, parce que, comme j'ai expliqué, à l'échelle de l'entreprise, le parti défendait les intérêts du peuple, en premier lieu la classe ouvrière, la direction défendait les intérêts de l'entreprise et les syndicats les intérêts des travailleurs. Donc tout cela était très bien, mais à partir du moment où le parti et la direction, si vous voulez, étaient confondus, c'est sûr qu'il y avait un conflit d'intérêts puisque le parti devenait, enfin le parti qui était aussi l'administration devenait à la fois juge et parti, alors que normalement le parti aurait dû avoir un rôle de contrôle. On voit ça un peu aux responsables à Alma-Ata où j'étais de l'appareil politique. Les responsables donc du Parti communiste, de l'appareil politique du parti ne parlaient jamais de politique. Alors ceux de la base, oui, tout le temps. Ils parlaient un peu des responsables de l'appareil de politique internationale, mais jamais de politique intérieure. Enfin, pas à moi, en tout cas. Donc, ils servaient essentiellement de courroie de transmission, ça c'est vrai, lors de réunions, si vous voulez, de la politique du parti. Et ils choisissaient les responsables. Une chose que je critiquerais, c'était l'absurdité d'obliger les gens à adhérer au parti. C'est-à-dire que souvent, quand quelqu'un occupait une position importante, on l'obligeait à adhérer au parti. Les gens acceptaient, hein, la plupart du temps, même toujours, pour toutes sortes de raisons. D'abord, ils étaient acquis au parti et, comme on va le voir, ils avaient certains avantages. Bon, du point de vue du parti, c'était important que les dirigeants soient communistes parce que ça, ils avaient le souci de leur légitimité.
en- par rapport à la force de travail. Ça voulait dire qu'ils étaient reconnus par le parti. Bon, et puis, comme je viens de le dire, c'était sous forme de reconnaissance. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait certains magasins du parti. C'est vrai que les membres du parti avaient droit à des magasins où ils pouvaient acheter des choses qu'on ne pouvait pas acheter ailleurs ou qu'on trouvait difficilement. Alors comment est-ce que ceci était justifié? Il est intéressant de remarquer que tout le monde était d'accord avec ce système, hein. Que les gens pensaient que les communistes méritaient, enfin, les communistes qui avaient des postes importants, méritaient d'avoir des magasins spéciaux. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je l'explique dans le livre, le travail des communistes était tout sauf une tâche aisée. Il y avait tout le travail social qui n'était pas facile. Bon. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces magasins? Parce qu'il y avait sous-production en Union soviétique. J'explique dans le livre comme quoi une fois j'ai visité un de ces magasins du parti où il y avait des choses comme des brosses à dents, mais si vous voulez, c'était des brosses à dents qui étaient peut-être particulièrement recherchées, mais qui, étant donné les déficits dans l'économie, ne se trouvaient pas dans les magasins ordinaires. On trouvait des produits de la vie courante. Alors, un avantage, c'est que les responsables du parti n'avaient pas besoin de faire la queue dans les magasins pour acquérir ces denrées, ce qui aurait nui à l'efficacité de leur travail. C'est vrai qu'on passait une bonne partie de la journée à faire les courses. Les gens, parfois, quittaient leur poste de travail, avec la permission, évidemment, de la direction, pour aller faire les courses. Pour des personnes qui avaient des postes de responsabilité, ces choses n'étaient pas possibles. Staline, donc, encore une fois, oui, aurait voulu changer les choses. Il avait eu des idées comme le bénévolat du Parti communiste. Mais comme j'ai expliqué, il n'eut pas le temps de mettre ces choses en œuvre puisque ces périodes d'exercice au sommet de l'État ont toujours correspondu à des périodes de crise.